Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface Philippe Valode. Une aventure collective. Composer un livre à 8 plumes, quelle aventure! D'autant qu'il s'agit d'un écrit à la fois historique, géopolitique et même philosophique. Et qui concerne la construction de murs qui ont parcouru l'histoire de l'humanité et semblent même, ces derniers temps, saisis d'un emballement qui laisse pantois. Mais qui donc a pu avoir l'idée de réunir des personnalités aussi différentes, pour donner naissance à un ouvrage somme toute assez composite, mais couvrant de façon très complète un sujet à la fois complexe et multiple? Le mérite ne m'en revient nullement. Rendons à César, mon ami Pierre Voutet, ce qui lui revient, et aux 6 autres auteurs ce qui leur appartient. Pierre Voutet est un homme charmant, économiste de la construction et expert en architecture. Le mur, il connaît. Depuis qu'il est tout petit, il est tombé dans le grand bain de l'histoire. Pensez donc, il habitait l'hôtel de ville de Lyon où son père était le chauffeur d'Édouard Herriot. Il lui est monté sur les genoux plus souvent qu'à son tour. Tous les hommes politiques lyonnais depuis 70 ans sont ses amis. Et bien de magnifiques bâtiments de la capitale des Gaules tiennent debout grâce à ses calculs. Pierre est un passionné d'histoire mais aussi un gone, comme on dit à Lyon, très engagé au plan social, en particulier en cette SEPR, Société d'enseignement professionnel du Rhône, qu'il soutient de toute son énergie. Homme de culture, voyageur engagé, il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Il y a 2 ans, lors d'un déjeuner partagé dans un bouchon lyonnais, il m'agrippe littéralement et me dit « Philippe, il faut que nous écrivions quelque chose sur ces murs qui perturbent de plus en plus la marche du monde. » L'idée est lancée. Elle claque comme un défi dans l'atmosphère parfumée du restaurant. 2 années plus tard pourtant, le manuscrit est écrit, prêt à porter aux chères éditions L'Harmattan. L'opinion a très vite prévalu d'avoir à réunir une équipe permettant de couvrir la grande diversité d'un tel sujet. Mon rôle d'historien n'étant guère discutable, il nous a fallu trouver les autres qui allaient avec nous, Pierre et moi bien sûr, écrire les contributions non couvertes par notre duo. Jean Burdi, agrégé de sciences physiques, spécialiste des aqueducs romains, membre émérite de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, s'impose à l'évidence. Il connaît le limès romain comme sa poche, et est allé voir sur place les murailles de Chine. Puis vient tout naturellement le nom d'Olivier Girard, un homme de la construction, de l'immobilier comme on dit aujourd'hui. Ce fondateur du patrimoine rhône-alpin, en compagnie de Régis Néret, possède une culture immense qui fait notre admiration. Il préside aujourd'hui une association, Lugdunum Florentia, qui fait revivre le passé italien de Lyon. Les descendants des Gadagne, des Gondi, des Caponi, des Médicis reviennent ainsi plastronner à Lyon comme au XVIe siècle, avant d'ouvrir aux Lyonnais, membres de l'association, leur palais et leur domaine viticole florentin. Jean-Jacques Cesbron sera le 5e compagnon de notre aventure. Lui aussi, me dis-je en moi-même, est un homme du bâtiment, il restaure. Mais sa réputation, à nos yeux, tient d'abord à son enseignement en littérature et philosophie à Lyon 3 et à sa présidence de la Société lyonnaise des beaux-arts. Il lui revient de traiter le sens premier, philosophique, de cette action défensive et parfois offensive que constitue l'érection d'un mur. Sylvie Altard vient alors nous rejoindre. Ce docteur en histoire, professeur des lycées, s'avère une remarquable spécialiste de l'histoire juive. Beaucoup la connaissent à Lyon comme conférencière à l'université Tous Âges de Lyon 2. J'ajoute qu'elle participe comme moi à la direction du Souvenir français à Lyon, un engagement qui ne trompe pas. Enfin, lorsque paraît Jean-Philippe Gouille, le cercle de famille applaudit à grands cris, oserais-je en paraphrasant le vers de Victor Hugo. Professeur d'analyse musicale, d'art et civilisation, venu de la musicologie vers la littérature, il est également un maître en matière de relecture active, de mise en page, d'insertion des illustrations. Bref, tout ce travail qui consiste à rendre des manuscrits d'auteurs encore imparfaits, publiables. Il faut un homme de musique, habitué aux harmoniques et aux fréquences pour effectuer une tâche aussi pénétrante et subtile. Un monde de murs. Cette présentation achevée, il me revient à présent d'entrer dans le cœur du sujet. Un sujet très dense et qui est abordé sous tous ses aspects, aussi bien historiques que réflexifs, portant sur leur signification fondamentale comme sur leur possible devenir. Avec, grâce à l'ouverture sur l'imaginaire de Jean-Philippe Gouille, et à l'apport plus historique de Luc Méry,
une lourde attention portée au mur de Berlin, ce mur emblématique de tous les autres, 30 ans bientôt après 1989, pour nous les citoyens du monde du début du XXIe siècle. Depuis le cap symbolique de l'an 2000, les murs n'ont cessé de se multiplier dans le monde. 40 nouvelles murailles de béton, de sable ou de métal. En cette année 2017, l'on en compte près de 60 venus fortifier et clore les frontières. Encore n'est-on jamais certain de les avoir tous repérés. Murs ou barrières, ils n'étaient pourtant qu'une petite vingtaine il y a moins de 20 ans. Étonnant, stupéfiant même, en cette période de l'histoire humaine qui voit la notion de segmentation des civilisations s'effacer au profit de celle de la croissante proximité des continents. Le développement débridé du transport aérien, la couverture universelle des populations par la radio, le cinéma, les réseaux Internet et l'iPhone, l'explosion des échanges de marchandises et de services entre les hommes de cette planète permettent en effet, par des voies différentes, une mise en relation directe et instantanée de ces quelques 7 milliards d'habitants. Dans le même temps pourtant, de manière en apparence contradictoire, on assiste à un emballement de la construction de murs, de lignes de séparation, de réseaux de barbelés, d'obstacles qui fragmentent, opposent, désassemblent. Voilà qui interroge et justifie notre désir de conduire une étude historique, sociologique et philosophique des causes de ce phénomène. Que peuvent signifier ces nouvelles frontières murales, ces nouvelles volontés d'enfermement, ces nouveaux désirs de rupture relationnelle? Il fallait tout d'abord faire le compte des murs, des barrières qui tout au long des siècles ont séparé les empires, les États, les ethnies, les religions. L'étude de leur histoire est d'un grand secours. Elle permet aussi de comprendre leur actuelle renaissance. Car si l'histoire ne se répète jamais tout à fait, elle apporte de nombreux enseignements. Les murs furent d'abord des outils politiques. Ils ont cherché à protéger des ensembles humains, des États, des religions contre d'autres. Mais ce type de solution, visant à se protéger ou à se séparer, n'a jamais débouché sur le moindre progrès. De même que l'interminable Lime n'a pas empêché la chute de Rome, la multiplicité des murailles de Chine témoigne avant tout de leur inefficacité. Pas plus à Masada qu'à La Rochelle, les plus puissantes défenses n'ont pu sauver leurs habitants. Quant aux lignes Maginot et Siegfried ou aux murs de l'Atlantique, plus proches de nous, on connaît leurs destinées respectives. L'imagination n'ayant guère plus de limites que le cynisme, les hommes ont pu penser éteindre toute diversité sociale et raciale, au sein même des États, en dressant des murs au cœur de leur communauté constitutive. En témoignent les ghettos, si nombreux sur la planète et depuis si longtemps. Vis-à-vis des Juifs ou des pauvres, depuis Suburre dans la Rome antique jusqu'à notre époque avec les gated communities. Vis-à-vis de tous ceux qui frappent à la porte, des émigrés gothiques venus d'Asie centrale à l'époque impériale romaine, à ceux d'aujourd'hui fuyant l'Asie du Sud-Est, l'Afrique ou plus récemment encore le Moyen-Orient en guerre, vis-à-vis des malades même, enfin, comme ce mur provençal de la peste. Ainsi le mur insulte-t-il l'histoire de l'humanité tout en s'y lovant avec aisance. Pour ce faire, il emprunte 1000 formes successives et assujettit la technologie quand il n'est pas le moteur du progrès technique. Songeons au mur intercoréen ou à celui d'Israël en Palestine occupée, fait de bois ou de pierre, de sable, de fils de fer barbelés ou de lourd métal tout bardé d'électronique. Il s'élève de plus en plus haut, comme aujourd'hui sur la frontière mexicaine ou à Ceuta et Melilla. Il pénètre le sol de plus en plus profondément comme à Rafah, le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Il entend même, avec un certain aplomb, jouer un rôle civilisateur et donner des leçons en recherchant la symbolique et le témoignage. Songeons au mur des fédérés du Père-Lachaise, à celui des vétérans du Vietnam à Washington, voire même au mur des Lamentations à Jérusalem. Au dehors comme au dedans, c'est-à-dire à l'intérieur de la frontière comme à l'extérieur, le mur n'est pourtant pas devenu l'alpha et l'oméga des solutions aux difficultés du globe. Bien au contraire, il n'a jamais constitué une clé pour le long terme. On aurait donc pu penser que les hommes en tireraient la leçon. Il n'en est rien, bien au contraire. Alors que le second conflit mondial remonte désormais à plus de 70 années, les murs toujours se multiplient. L'histoire n'aime pas être défiée, et c'est pourtant cette inversion, ce retour en arrière qui se développe sous nos yeux. Les hommes n'ont-ils donc rien appris du passé, ou sont-ils devenus des apprentis sorciers? À quel doxa, assurément peu fondé, se réfèrent-ils? Pensent-ils vraiment avoir trouvé les moyens technologiques de créer des murailles infranchissables? Pourtant les Palestiniens creusent des tunnels, tant en Israël qu'en Égypte.
Les Érythréens, les Libyens, les Syriens, les Africains se noient le long des côtes grecques et italiennes, contraignant nos vieilles démocraties à les sauver avant de les accueillir. Les Coréens rêvent, comme les Allemands qui l'ont enfin obtenu, de réunification. Les conquérants irakiens de feu Saddam Hussein se voient désormais cernés de barbelés koweïtis et saoudiens, alors que leurs généraux doivent céder leur commandement au patron des padarans iraniens dans la lutte contre le I. Voici que le temps des grandes peurs populaires réapparaît comme à l'an 1000. Il faut dresser des murs pour les conjurer. L'Inde, si pauvre, craint l'invasion des hordes misérables du Bangladesh. Les Iraniens s'efforcent de bloquer les trafiquants de drogue afghans et pakistanais. Les Thaïs, comme les privilégiés de Brunei, rejettent la masse miséreuse des Malais. Les Sud-Africains s'efforcent d'entraver l'entrée des migrants déshérités venus du Mozambique et du Zimbabwe. Les Chinois s'efforcent d'isoler la libérale Hong Kong, persuadés que leur communisme ne résisterait pas à cette contagion vertueuse. Bref, les motifs conduisant à dresser des murs entre les nations sont multiples et sans cesse renouvelés. Tandis que les vieux démons de la haine et de la différenciation imposent leurs dures lois, la possibilité toujours ouverte d'un dialogue semble inopérante, malgré l'exceptionnelle liberté de circulation existant au sein du monde contemporain. Car on imagine pouvoir trouver des solutions par des moyens aussi antiques qu'inopérants, un mur séparateur et protecteur. Que se passe-t-il donc en ce début de XXIe siècle ? Le sujet est d'une vaste ampleur tant sont variés ces murs dans l'histoire. Militaires, religieux, frontaliers, ségrégatifs, exclusifs, antimigratoires, antidémocratiques, antiterroristes, antitrafic, autant de murs passés et présents qui ont tenté de bloquer le cours du monde. Il ne suffit pourtant pas d'incantations pour modifier les situations. Les ponts de l'amitié, même chinois, ne remplaceront jamais ces murs qui divisent et opposent. L'utopie en ce domaine ne mène nulle part, sauf à des excès pires encore. Aussi nous faut-il réfléchir aux idées de nation, de communauté, de frontières. Les entités nationales, politiques, ethniques, territoriales n'ont-elles pas droit à l'existence ? Si les êtres humains se définissent par un enracinement territorial tout autant que par l'appartenance à un groupe, ne peut-on rechercher des limites qui engendrent moins de haine ? En revenir aux bonnes vieilles frontières qui séparent tout en autorisant le passage ? D'une certaine façon, pour prendre un exemple qui nous touche plus particulièrement, nous autres Européens, l'espace Schengen n'a-t-il pas incité paradoxalement à la construction de nouveaux murs ? Interdisez les frontières et vous aurez des murs, ne craignent pas d'affirmer les plus réfléchis d'entre nous. Pourquoi donc ? Parce que poursuivent-ils, vous n'aurez pas suffisamment assumé les différences. L'objet même de cet ouvrage est d'analyser l'histoire de tous ces murs, anciens comme contemporains, d'en saisir les motivations, d'en mesurer l'efficacité, afin, ayant tenté de comprendre le phénomène de leur multiplication récente, d'essayer enfin de dégager des voies de solution pour l'avenir. Dans l'espoir que le droit à la différence n'aboutisse plus, encore et toujours, au rejet de l'autre. Partie 1. Une histoire ancienne des murs. 1. Muraille défensive, muraille frontière. Le mur babylonien de Nabuchodonosor II, Philippe Vallode. Un rempart de forme carrée dont chaque côté mesure 15 km de long. Le nouveau royaume chaldéen. Alors que les Assyriens de Sénachérib, d'Assaradon et d'Assurbanipal se sont emparés de la Chaldée et de l'Égypte, un nouveau parti de guerriers se constitue, opposé à Ninive. C'est le gouverneur de Babylone, Nabopolassar, qui conduit la Chaldée à la révolte en 626 AV. JC, ce néo-chaldéen s'étant proclamé roi de Chaldée, puis ayant obtenu le soutien Mède, s'empare de Ninive, la détruit et se partage le pays avec son allié. Maître de la Mésopotamie et du cours de l'Euphrate, Nabopolassar considère les anciens vassaux phéniciens et syriens comme les siens. Il leur envoie son armée, et les contraint à payer le tribut. Le nouveau roi s'efforce de relever les villes chaldéennes ravagées par Assurbanipal, ainsi que les digues et les canaux indispensables à l'agriculture. Mais à sa mort en 604, la tâche est loin d'être accomplie. Son fils, Nabuchodonosor, lui succède et dirige l'empire de Babylone durant 43 ans jusqu'en 561. Portant la guerre à l'ouest, Nabuchodonosor vient affronter le pharaon d'Égypte, Néchao, qui tente de s'emparer de la Syrie. À Carchemish, au bord de l'Euphrate, il lui inflige une terrible défaite. Reprenant la Syrie,
Il s'avance jusqu'à Péluse en 604. La mort de son père le contraint à suspendre son offensive. Cependant, Néchao ne renonce pas à la lutte. Il suscite le soulèvement des rois phéniciens et palestiniens. En 597, Nabuchodonosor est de retour et contraint le royaume juif de Juda à la capitulation. Le successeur de Néchao, Apries, reprend la guerre en Syrie. Les Juifs le soutiennent. Saisi de fureur, Nabuchodonosor décide cette fois d'en finir. Il assiège Jérusalem puis la détruit en menant ses habitants à Babylone. Il assiège Tyr durant 13 années, ne parvenant à s'emparer que d'une cité abandonnée mais obtenant in fine, du roi de Tyr qu'il devienne son féal. La légende qui affirme qu'il devient fou parce que le Dieu des Juifs l'a condamné pour ne pas l'avoir reconnu, est totalement apocryphe. Mais il est vrai que Nabuchodonosor montre une véritable tolérance à l'égard des Juifs. Quant à prétendre que s'étant enfui de ses appartements, il rôde dans les jardins, mugit, mange de l'herbe et marche à quatre pattes, bref qu'il a perdu la tête, laissant pousser ses ongles et ses cheveux, nul n'y croit vraiment. Le bâtisseur d'un mur gigantesque. Nabuchodonosor s'est efforcé tout au long de son règne de fortifier et d'embellir les grandes cités chaldéennes, au premier chef Babylone. Il veut protéger la Babylonie par un mur dressé entre Tigre et Euphrate, le mur des Mèdes. La ville de Babylone elle-même est bâtie des deux côtés de l'Euphrate, dans une plaine. Elle est entourée de 2 enceintes, dont la plus longue fait le tour de la cité. Il s'agit d'un rempart de forme carrée, dont chaque côté mesure 15 km de long. On aurait presque pu y faire rentrer le département de la Seine. Devant l'enceinte, un large et profond fossé rempli d'eau interdit à l'ennemi d'approcher du rempart. L'argile retirée du fossé sert à édifier, sous forme de briques cuites et de briques crues, c'est-à-dire simplement séchées au soleil, le mur d'enceinte. À la vérité, si les soubassements des ouvrages sont en pierre, il semble bien que seules les tours soient en briques cuites d'une belle couleur rouge, très résistante, alors que la muraille, très épaisse, utilise la brique crue, blanchâtre et beaucoup moins robuste. L'épaisseur du mur d'enceinte est telle que l'on craint peu son effritement dans la durée. Celui-ci est très intelligemment conçu. Du bitume bouilli permet de faire les joints extérieurs, alors que toutes les 30 couches de briques, on insère un lit de roseaux entrelacés. Cette technique ressemble à celle de notre pisé. La muraille, d'une épaisseur de 25 mètres, s'élève semble-t-il à une hauteur de 95 mètres. Une terrasse permettant à 2 chars de passer de front rend impossible le succès d'un assaut. Tous les assaillants qui parviennent à atteindre le chemin de ronde sont impitoyablement balayés, d'autant que 250 tours, disposées en vis-à-vis tous les 400 mètres, renforcent la défense. La plupart gardent de vastes portes dotées de battants en bronze massif, une centaine au total. En 538 AV. JC, le roi des Perses Cyrus, s'empare de Babylone parce que le roi chaldéen Nabonide, vaincu et capturé, n'a pu défendre sa ville. Celle-ci se rend sans combat, démontrant l'impuissance et l'inefficacité des murs de défense, même les plus infranchissables, lorsqu'il n'existe plus de volonté de les tenir. Une ville immense à l'abri d'une muraille. La ville de Babylone n'occupe qu'une partie de l'espace de 225 km² protégé par le mur. De longues rues droites se coupent à angle droit, 25 parallèles à l'Euphrate sur chaque rive, et autant de perpendiculaires coupant le fleuve, traçant un damier parfait à la manière préconisée plus tard, au 5e siècle AV. JC par le grec Hippodamos de Millet. Ainsi chacune des rues aboutit-elle à l'une des 100 portes. L'essentiel de l'intérieur de l'enceinte est occupé par des jardins et des champs de céréales. Babylone est donc autosuffisante en cas de siège. Le palais royal lui-même couvre une étendue de 14 hectares. Un grand pavillon fortifié en défend l'accès, côté ville. Ces bastions en font un château imprenable. Outre les fameux jardins suspendus, Babylone compte de très nombreux temples que Nabuchodonosor reconstruit, 8 au total dans la ville elle-même. Le plus vaste est celui de Marduk, le Sagil, dieu du soleil et prince des étoiles. Marduk est représenté en guerrier armé, ou bien en roi assis coiffé d'une tiare surmontée de cornes taurines. L'enceinte comprend désormais 2 sanctuaires imposants, ceux de Kessa au nord et de Borsippa au sud. À Kessa s'élève le temple du dieu Nergal, un dieu lion avec la tête d'un lion sur le corps d'un homme, ou l'inverse. À Borsippa, ce sont 3 temples érigés en l'honneur de la déesse Nana. Enfin, le Eusida, la fameuse tour de Babel, aux 7 étages illimités,
est portée par une gigantesque terrasse de 25 mètres de haut. Comme son nom l'indique, cette tour est un sanctuaire du dieu Bel. Pour accélérer les constructions, Nabuchodonosor implante de nombreuses populations d'artisans. Aussi le nombre des habitants augmente-t-il considérablement. Sans doute la ville est-elle la plus peuplée de toute l'Asie au VIe siècle AV. JC et selon toute vraisemblance, elle devient la plus grande cité commerciale de toute l'Asie mineure, de la Syrie et de la Mésopotamie. Bibliographie. André Salvini Béatrice Babylone Puf, que sais-je, 3e édition mise à jour 2012. Arnaud Daniel, Nabuchodonosor II roi de Babylone Fayard 2004. Johannes Francis, La Mésopotamie au 1er millénaire avant Jésus-Christ, Armand Collin, 2000. Les longs murs athéniens de Thémistocle et de Périclès, Philippe Valode. Un temps protecteur, les longs murs seront son tombeau. L'offensive du grand roi Xerxès contre la Grèce continentale. 10 années après la défaite du grand roi des Perses, Darius, à Marathon, son fils Xerxès entend venger son père. Il prépare longuement son expédition contre ces Grecs, ces Athéniens surtout, qui l'ont emporté face à ses troupes innombrables. Une fois n'est pas coutume, Sparte et Athènes décident de faire cause commune. Xerxès parvient cependant à désunir les cités grecques. Certaines d'entre elles, doutant de la victoire finale, préfèrent se rallier au roi perse. Cependant, 7000 Grecs, dont presque une moitié de Spartiates, se portent à hauteur des Thermopyles, défilé situé au sud de la Thessalie, passage obligé entre la mer et l'importante barrière montagneuse du Calydrome. Face à des Perses infiniment plus nombreux, au moins 100 000 hommes, Léonidas décide de résister jusqu'au bout. La trahison d'un certain Éphialtès permet aux Perses de contourner les Grecs en passant par un chemin de montagne. Léonidas congédie alors tous les Grecs, et demeuré seul à la tête de 300 guerriers lacédémoniens d'élite, succombe sous l'assaut des 10 000 immortels d'Hydarnès. Il entend ainsi faire rejaillir l'exploit de ses hommes sur la seule Sparte. Cependant, la flotte perse livre une bataille indécise au cap Artémision, à hauteur des Thermopyles. Les pertes en navires, très importantes de part et d'autre, contraignent la flotte grecque, très largement athénienne, à reculer. Thémistocle, le stratège athénien, s'efforce de convaincre ses alliés grecs d'éviter tout nouvel affrontement, une nécessité renforcée par la trahison des Thébains. Face au rouleau compresseur achéménide, tant sur terre que sur mer, Thémistocle conseille l'abandon de l'Attique et celui d'Athènes. Alors que les Spartiates privilégient la défense du Péloponnèse, toutes les troupes grecques se réfugient à hauteur de l'isthme de Corinthe, y édifiant un mur de 7 mètres de haut pour tenter de freiner la marche en avant des Perses. Quant à la population athénienne, elle trouve refuge sur les îles d'Égine et de Trézène. Quelques hoplites athéniens entendent défendre leur cité à l'abri du rempart de bois de l'Acropole. Les Perses, qui ont enflammé la palissade en lançant des flèches enflammées, pénètrent sur l'Acropole et violant les sanctuaires où se sont réfugiés les ultimes défenseurs, les massacrent jusqu'au dernier. Ayant détruit Athènes, Xerxès est désormais certain de sa victoire. Réfugié à Salamine, la marine de guerre athénienne assiste à la destruction d'Athènes, entièrement incendiée par Xerxès. Pourtant Thémistocle ne désespère point. La victoire de la tactique sur le nombre à Salamine, en 480 AV. JC. Certes le stratège athénien dispose d'environ 350 trières, mais cela représente une force navale égale au quart de celle des Perses. Plutôt que de se réfugier derrière l'isthme de Corinthe, Thémistocle entend transformer le handicap du nombre en avantage. Il espère pouvoir attirer les Perses dans le goulet d'étranglement du détroit de Salamine. Les amiraux de Xerxès seront alors obligés d'aligner leurs navires les uns derrière les autres, sans pouvoir déployer la puissance de leur immense flotte. Ils deviendront alors vulnérables aux attaques de flanc des vaisseaux grecs armés d'éperons de bronze redoutables. Aussi faut-il provoquer les Perses. Usant de la ruse, Thémistocle envoie un esclave du nom de Sicinos révéler au grand roi la division des Grecs, qui n'est d'ailleurs qu'à demi imaginaire, les Lacédémoniens menaçant de se retirer dans le Péloponnèse. Thémistocle fait croire à Xerxès que les Athéniens eux-mêmes, qui possèdent l'essentiel de la flotte grecque, sont sur le point de fuir. Alors Xerxès, sûr du succès, ordonne à plus de 600 trières phéniciennes, égyptiennes, ciliciennes, ioniennes et même venues d'Halicarnasse en Carie d'attaquer la flotte grecque. Certains d'assister à un triomphe définitif,
Il fait installer un trône en marbre blanc sur les pentes du mont Égialé qui domine le théâtre d'opération. En ce 29 septembre 480, il assiste, incrédule, au naufrage du tiers de sa flotte, une flotte comptant pourtant d'habiles marins ioniens et phéniciens. Très vite, en raison de l'étroitesse du défilé maritime, les vaisseaux perses gênent et ne peuvent plus manœuvrer, s'entrechoquant parfois. Les Grecs surgissant des replis de la côte, les éperonnent par le côté sans qu'ils puissent éviter les chocs. Échille, contemporain de l'événement, décrit dans sa fameuse tragédie des Perses le drame vécu par les trières de Xerxès. Les coques se renversent et la mer disparaît sous un amas d'épaves et de cadavres sanglants. Les rochers du rivage regorgent de morts et toute la flotte des barbares s'enfuit en désordre à force de rames, tandis que les Grecs les frappent comme des thons ou des poissons pris au filet et leur cassent les reins avec des tronçons de rames et des fragments d'épaves. Battus par une muraille de bois. Vaincus, conformément à la prophétie de la Pythie qui avait affirmé avant l'affrontement, imprenable sera la muraille de bois, le grand roi fait preuve d'incompréhension. Mais tous les Grecs ont bien saisi le sens des mots sacrés. La muraille de bois est celle des ponts des navires athéniens bord à bord. Xerxès dispose encore de forces considérables, environ 900 trières. Et ses forces terrestres sont invaincues. Pourtant, inquiet de délaisser trop longtemps la cour de sous eux, il décide de se retirer de Grèce. Mais il laisse son général Mardonios à la tête d'une puissante armée, laquelle dévaste à nouveau l'Attique avant de se retirer en Béotie. C'est là, l'année suivante, que les forces grecques commandées par le Spartiate Pausanias viennent l'agresser durant l'été 479. L'affrontement suprême se déroule à Platée. C'est la mort de Mardonios au combat qui entraîne, de façon quasi miraculeuse, la défaite perse. Après avoir vaincu un empire, Athènes se découvre une vocation impérialiste. La politique de Thémistocle vise désormais à assurer à Athènes la maîtrise de l'ensemble de la mer Égée, côte d'Asie mineure incluse. Aussi l'amiral impose-t-il plusieurs stratégies convergentes destinées à asseoir la nouvelle thalassocratie athénienne. Maintenir, voire encore accroître la flotte athénienne. Constituer une confédération maritime réunissant tous les Grecs, afin de poursuivre la lutte contre les Perses, toujours très puissants sur les côtes d'Asie mineure. Enfin protéger Athènes et ses installations portuaires par une fortification imprenable, les longs murs. Thémistocle remplace tout d'abord les trières perdues à Salamine, puis développe encore la flotte. Il veille à l'entraînement constant des équipages, des chiourmes de 170 rameurs qui doivent impérativement ramer en cadence. Désormais le métier de rameur s'effectue à temps plein. C'est la classe des têtes, c'est-à-dire des citoyens sans fortune, qui fournit les rameurs, les équipages étant souvent complétés par des métèques, des étrangers, voire des esclaves. Quant aux riches citoyens, ils sont, pour une année, à tour de rôle, désignés comme triérarques, c'est-à-dire commandants d'un navire et en charge de son entretien. En échange de la protection de ces trières contre le grand roi, Athènes demande aux cités égéennes et ioniennes de l'aider à entretenir sa flotte, au sein d'une ligue dite de Délos. C'est au sanctuaire d'Apollon, à Délos, qu'est en effet versée la contribution financière des cités grecques. Un phoros, c'est-à-dire un tribut, est fixé pour chaque cité soit en nature, navire, soldats, armement, soit en argent. Seuls Lesbos, Céachio et Corcyre fournissent des trières à la confédération athénienne. Les autres cités grecques n'ont pas les moyens financiers de construire des flottes de guerre. Le montant de chaque phoros est rediscuté tous les 4 ans, et des trésoriers athéniens, une dizaine d'hélénotames, sont chargés de lever l'impôt. Peu à peu, les cités membres de la Ligue de Délos, au départ alliées et indépendantes, se transforment en cités tributaires. Au fil du temps, la protection athénienne se métamorphose en une véritable dictature maritime. En protégeant la Grèce, Athènes sert d'abord ses propres ambitions. Enfin, Thémistocle est décidé à doter Athènes d'une vaste base navale et d'une fortification en pierre de taille, qui lui permettent de résister tant à une nouvelle, mais peu probable attaque perse, que surtout à une confrontation avec son grand rival grec, la cité de Sparte. Le Pirée et les longs murs inexpugnables. Athènes profite de la découverte de nouveaux gisements d'argent, les célèbres mines du Laurium, pour financer cet effort incomparable. Dès son premier archontat, en 493, Thémistocle entreprend d'immenses travaux au Pirée situé en bord de mer à 6 ou 7 km de l'acropole. Le chef athénien, affirme l'historien de l'époque, Thucydide,
trouve l'endroit heureusement conformé avec ses 3 ports naturels. Jusqu'à cette date en effet, les dirigeants athéniens préféraient entreposer leur flotte dans la baie, fort bien abritée il est vrai, de Phalère. Cependant, l'un des tyrans d'Athènes, Hippias, renversé en 510, a créé un petit port militaire à Munichie, au pied du promontoire du Pirée. Les 3 ports naturellement protégés dont parle Thucydide sont ceux de Munichie, de Zéa et de Kantaros. À l'ouest, Kantaros devient un important port commercial, alors que Zéa et Munichie abritent la flotte de guerre. Une flotte d'environ 350 trières à la fin de l'Archonta de Thémistocle. Thémistocle entend non seulement rebâtir en dur et non plus en bois les fortifications d'Athènes, mais également redresser les sanctuaires, les monuments et les maisons de la ville détruites lors de l'invasion achéménide. Il veut également protéger les 3 ports et l'ensemble de la colline du Pirée par une muraille. Il décide finalement de relier Athènes au Pirée par une double fortification, les Longs Murs. Il n'aura que le temps d'entreprendre leur construction, car il est ostracisé dans le cadre d'un lourd conflit politique avec Cimon en 471. Cependant ses successeurs poursuivent sa politique en matière de défense. Ils font édifier un premier mur qui rejoint Athènes à la ville fortifiée du Pirée, et un second qui partant de la colline du Mousséion, située au sud de celle de l'Acropole, rejoint au sud la petite cité de Phalère, englobant donc la rade du même nom. L'ensemble du projet est bientôt réexaminé. Le mur conduisant à Phalère est abandonné, et parallèlement au premier long mur nord réunissant Athènes au Pirée, un second long mur sud, séparé d'environ 200 mètres de ce dernier, est construit. Sans doute est-il achevé vers 456 AV. JC. La zone ainsi délimitée, d'environ 2 km², permet aux paysans de l'Attique, en cas de guerre, de venir se réfugier à l'abri des murailles avec leurs troupeaux. La population athénienne compte sans doute 150 000 personnes libres, femmes et enfants compris, 60 à 70 000 métèques, 300 000 esclaves, familles incluses. Au total, un demi-million d'individus. L'ouvrage est imposant puisque les longs murs sont à la fois très élevés et très larges. Thucydide affirme que 2 chars peuvent se croiser de front au sommet de la fortification. Quant au mur qui protège la ville du Pirée et ses ports, il s'étale sur une circonférence de plus de 10 km, en raison du relief escarpé de cette avancée rocheuse, dominée par les monts Munichie et Actée. Au milieu du 5e siècle, la ville du Pirée, détruite par les Perses en 480, est à son tour reconstruite selon un vaste plan établi par Hippodamos de Milet. La cité, enrichie par son commerce, seul le port de Corinthe parvient à résister à son dynamisme, alors que Chalcis, Érétrie et Égine voient leur courant d'échange décliner, se dotent de temples, de bassins et agrandissent ses entrepôts. Enfin, les ports militaires développent leurs arsenaux. Hors période d'opération, les trières, d'une longueur moyenne comprise entre 35 et 38 mètres, sont abritées sous des hangars couverts, au sol en plan incliné, poupe en avant pour faciliter la remise à flot. Le mât, les rames et le gouvernail sont placés à côté de la coque. Quant aux voiles, aux agrès et aux cordages, ils sont rassemblés dans un bâtiment spécial, le skéwothèque, aux vastes armoires prévues pour la suspension des voilures. Ainsi défendue, Athènes paraît invincible. Un temps protecteur, les longs murs seront pourtant son tombeau. Athènes vaincue par Athènes. En 431 AV. JC, Athènes est à l'apogée de sa puissance. Elle a certes brisé toutes les tentatives de sécession. Mais face au soutien apporté par Athènes à sa colonie révoltée de Corcyre, Corinthe, sous l'affront, fait appel à Sparte. La guerre du Péloponnèse s'étend alors à l'ensemble du monde grec. Pendant 10 années, de 431 à 421, revers et victoire s'équilibrent entre Spartiates et Athéniens. Cependant, l'offensive commune aux Lacédémoniens de Sparte et aux Béotiens de Thèbes contre l'Attique démontre la faiblesse de l'armée athénienne sur terre. Face à 25 000 hoplites ennemis, en 431, Périclès ordonne aux paysans d'évacuer l'Attique et de se réfugier à l'abri des fortifications d'Athènes et surtout des grands murs. Périclès, qui connaît la force de sa marine, est bien conscient de la médiocrité de son armée de terre. Il refuse obstinément de tenter une sortie pour affronter ces Spartiates qui ravagent les campagnes, dévastent les récoltes, incendient vergers et oliveraies. Cependant, Périclès ne demeure pas inactif. Il ruine les côtes de l'ennemi dans le sud de la Grèce. En 430,
les Spartiates qui se sont retirés durant l'hiver parviennent à s'emparer des précieuses mines d'argent du Laurium qui financent l'effort de guerre des hommes de la Chouette. Et surtout, en raison de la promiscuité, de la misère et du manque d'hygiène, la peste fait son apparition et se propage à l'intérieur des longs murs, puis dans la cité même d'Athènes. L'extrême concentration de la population explique les ravages causés par l'épidémie. Les rues sont rapidement jonchées de cadavres et l'armée en partie décimée. Les citernes d'eau sont contaminées. Il faut à la hâte brûler les victimes. En 429, Périclès lui-même est victime de la peste. En 428 et 427, l'Attique est de nouveau occupée par les Spartiates. Enfin paraît Cléon, le nouvel homme fort d'Athènes. Ce fils de tanneur parvient à remporter une belle victoire terrestre contre les Lacédémoniens à Sphactérie. 300 hoplites lacédémoniens sont même capturés. Cependant, la victoire des Béotiens, alliés des Spartiates, sur les Athéniens à Délion, remet en cause les chances de succès final de Cléon. Les adversaires sont épuisés. Des négociations s'engagent et débouchent sur une paix conclue entre l'Athénien Nicias et le Spartiate Pleistoanax. Chaque puissance recouvre ses possessions d'antan. Ce sont, aux surprises, 2 désastres maritimes qui vont avoir raison d'Athènes, défaite provoquée par l'excès de confiance de ses chefs. Alcibiade, un neveu de Périclès, avide de gloire, engage ses compatriotes à entreprendre la conquête de la Sicile et de Syracuse en 415. Cette expédition, hasardeuse et inutile, se révèle rapidement une calamité. La Sicile devient le tombeau de la flotte athénienne, 200 trières sont perdus, et de ses marins. 10 000 morts, dont plus de la moitié de faim et de soif dans les carrières de pierre d'Élatomie. Cependant, dès 410, Athènes ayant reconstitué sa flotte paraît renaître de ses cendres. En 406, les Athéniens remportent même un triomphe naval sur la flotte lacédémonienne, aux îles Argineuses. Mais Athènes est désormais aux mains des démagogues. Accusés de ne pas avoir récupéré leurs morts, les amiraux vainqueurs sont promptement exécutés à l'issue d'un procès retentissant. Ils ont pourtant fait valoir de larges circonstances atténuantes. Une terrible tempête s'étant levée au terme de l'affrontement naval, ils n'avaient pu récupérer les naufragés et les cadavres flottants. Les conséquences de ce jugement inique sont immédiates. Désormais mal dirigée, la flotte athénienne, surprise à terre, est anéantie l'année suivante par le navarque spartiate Lysandre, à Égopotamos. À nouveau assiégés, les Athéniens doivent capituler en 404 à l'issue d'un siège de plusieurs mois. Lysandre exige alors la destruction de la flotte athénienne, à l'exception de 12 trières, mais surtout ordonne d'abattre les longs murs, symbole d'un empire désormais révolu. Manifestant du respect envers les vaincus, le chef spartiate, malgré les exigences jusqu'au-boutistes de ses alliés, refuse la destruction d'Athènes en raison de son glorieux passé et de la lutte autrefois menée ensemble face aux Perses. Ainsi le mur de bois a-t-il été plus efficace que le mur de pierre. Comme quoi les grandes cités maritimes ne peuvent subsister à l'abri de murailles. Leur avenir est sur l'eau. Bibliographie. Brûlé-Pierre Périclès. L'apogée d'Athènes Gallimard, 1994. Échille les Pères Strade. Daniel Saunier et Boris Donnet Flammarion, 2000. HAILLET Jean, La véritable histoire de Thémistocle, texte réuni et présenté par Jean Hayet, Les Belles Lettres, 2012. Hérodote, Thucydide, œuvre complète, L'enquête, La guerre du Péloponnèse Trad. André Barguet et Denis Roussel, Gallimard, La Pléiade, 1964. Mali-Jean, La véritable histoire de Périclès, Les Belles Lettres, 2008. Mossé-Claude, Périclès, L'inventeur de la démocratie, Payot et Rivage, 2005. Les enceintes de Rome, Jean Burdi. Une première enceinte de Rome, remontant au 5e siècle AV. JC n'a laissé que de rares vestiges. Une seconde, due à l'empereur Aurélien, est presque intégralement conservée. On peut dater la naissance de Rome du début du 7e siècle avant Jésus-Christ, lors de l'instauration d'une place publique qui deviendra le Forum, après les premières installations sur le Palatin et le Capitole, ainsi que sur les collines voisines, Quirinal, Oppius, Caelius. Aux défenses naturelles du site, confortées par une levée de terre au point faible, Lager s'est ajouté une première enceinte de la ville, amorcée par Tarquin l'Ancien, puis poursuivie par son gendre et successeur Servius Tullius, c. 575 à 535. C'est à ce dernier qu'on l'attribue traditionnellement.
Le mur de Servius Tullius. Tite-Live rapporte que l'accroissement de population obligea Tullius à reculer le Pomerium et à étendre la ville autour du Capitole et du Palatin, de l'Aventin au sud et du Caelius à l'est, en lui adjoignant le Quirinal, le Viminal et l'Esquilin, entourant l'ensemble d'une levée de terre précédée d'un fossé, localement d'un mur. Depuis le Tibre entre l'Aventin et le Capitole, cette enceinte suit les escarpements ouest et nord du Capitole et du Quirinal, les flancs du Pincio et de l'Oppius à l'est, et au sud les raides versants du Caelius et de l'Aventin. Le mur, construit en Cappellaccio, un tuf volcanique gris assez friable, extrait sur place, a laissé quelques vestiges dans les pentes du Quirinal, au croisement des Via Carducci et Via Salandra. Aux endroits les plus vulnérables, le mur était flanqué d'un profond fossé à l'extérieur et à l'intérieur, d'un mur de contre-escarpe au pied d'un talus ou d'une terrasse, lagueur facilitant la défense. Celle-ci s'étant révélée insuffisante lors de l'invasion gauloise de 390 AV. JC, un impôt fut levé en 378 pour la construction d'une nouvelle enceinte, mise en adjudication par les censeurs. Longue de 11 km, haute de 8 à 10 mètres et d'une épaisseur pouvant atteindre 4 mètres, la muraille a alors été construite en tuf volcanique de Grotta Oscura, une carrière près de Veii, en grand appareil. Des blocs hauts de 2 pieds 60 cm, alternativement en carreau et en boutis. 16 portes s'y ouvraient à l'époque républicaine, les principales au départ des grandes voies. À l'ouest, la Porta Flumentana devant le pont Emilius, d'où part la Via Aurelia. Au nord du Capitole, la Porta Fontinalis à l'extrémité de la Via Lata. Au nord du Quirinal, la Porta Collina au départ commun de la Via Salaria et de la Via Nomentana. Sur l'Esquilin, la Via di San Vito au départ vers l'est de la Via Labicana. La Porta Esquilina, remplacée au 1er siècle de notre ère par le bel arc construit en travertin, dédié en 262 à Galien 253 à 268. Entre l'Esquilin et le Caelius, la Porta Cerquetulan s'ouvrant sur la Via Tuscolana. La Porta Capena au sud-est, entre Caelius et Aventin près du Circus Maximus, au départ de la Via Appia qui plus loin se dédouble avec la Via Latina, enfin sur L'. Aventin, la Porta Nevia. La porte située le plus au sud, là où la Via Ardeatina entre dans la Rome républicaine. Et enfin la Porta Rodusculana, dans une dépression de l'Aventin d'où part la Via Ostiens. Le site et les 2 enceintes de Rome, 1830. La muraille a été restaurée à plusieurs reprises, au milieu du IVe siècle, puis en 212 lors de la Seconde Guerre punique, Hannibal ayant renoncé à s'attaquer à la ville après avoir examiné les remparts, en 87 AV. JC enfin pendant la guerre civile. À l'époque républicaine, la ville s'étend de plus en plus au-delà du mur de Servius. Auguste la réorganise en créant 14 régions. Une moitié à l'intérieur du mur, l'autre à la périphérie. À l'apogée de sa puissance sous l'Empire, la ville n'a plus à craindre d'ennemis à ses portes, elle n'a donc plus besoin de remparts. Les restes de l'enceinte servienne. Une douzaine de restes du mur servien sont visibles de nos jours. Largo Magnanapoli et Via Antonio Salandra au sud et au nord du Quirinal, près de la Via Piemonte, environ 20 mètres. Piazza dei Cinquecento à côté de la Stazione Termini, la plus grande longueur, 94 mètres. Largo Leopardi à côté de l'Auditorium de Mécène, Via Carlo Alberto près de l'Arc de Galien, en haut du Caelius, à l'emplacement de la Porta Caeli Montana, là où se trouve aujourd'hui L'. Arc de Dolabella et Silanus, les 2 consuls de l'an 10 de notre ère, Piazza Porta Capena, Viale dell'Aventino et Via di San Anselmo, 42 mètres et 43 mètres, en tuf de Grotta Oscura, etc. Le mur d'Aurélien. Au IIIe siècle la situation change. Les barbares venus du nord, multipliant les incursions, menacent l'Empire jusqu'à la ville de Rome même. L'empereur Aurélien, 270 à 275, se voit contraint de pourvoir la ville d'une nouvelle enceinte qui, en dépit de son ampleur, est rapidement construite en briques et achevée en 279 par Probus, 276 à 282. Entourant toutes les collines, longue de près de 19 km, la muraille, haute de 6 mètres et épaisse de 3,50 mètres, englobe plus ou moins complètement les grands monuments périphériques en s'appuyant sur eux, intégration qui témoigne de l'économie et de l'urgence recherchée dans la construction. Elle est munie tous les 100 pieds, 30 mètres, d'une tour carrée avec une chambre haute pour le tir de baliste. Elle est percée de poternes et de plus de 20 grandes portes,
qui tiennent leur nom des voies sur lesquelles elles s'ouvrent, et qu'il sera inutile de rappeler ici constamment. Les portes principales ont 2 passages voûtés en travertin, entre 2 tours semi-circulaires. Les plus modestes ne comptent qu'une seule arche, avec ou sans tour. L'enceinte d'Aurélien a été aménagée et renforcée dès la fin du IIIe siècle, et bien souvent par la suite, au moment de grands dangers. En particulier par Maxence, 306 à 312, par les empereurs Arcadius, 383-408 et Honorius, 393 à 423 au début du Ve siècle, devant les menaces d'invasion des Goths, de nouveau par le roi Théodoric, 493 à 526, et encore après la fin de l'Empire d'Occident avec la chute de Rome en 476 par le général byzantin Bélisaire en 537, etc. En parcourant l'enceinte d'Aurélien. Parcourons l'enceinte d'Aurélien en partant de la Piazza del Popolo, dans le sens des aiguilles d'une montre. La Porta Flaminia, Porta del Popolo aujourd'hui, a été embellie par les papes au XVIe et XVIIe siècle, qui en ont fait l'entrée monumentale de la ville en venant du nord. La muraille contourne le Pincio, au sud de la Villa Borghese, en un saillant et un rentrant à angle droit qui lui ont valu le nom de Muro Torto, jusqu'à la Porta Pinciana, porte d'ouverture unique, fortifiée par Honorius et par Bélisaire sur la Via Salaria Vetu, à l'extrémité de la Via Veneto. Le mur gagne au nord du Quirinal la Porta Salaria, détruite, puis la Porta Nomentana, où il tourne vers le sud-est. Il entoure les Castra Praetoria, caserne de la garde prétorienne, et gagne à l'est de l'Esquilin la Porta Tiburtina, un arc monumental en travertin construit en 5 AP. JC pour le franchissement de la route de Tivoli par les 3 aqueducs superposés. Aqua Marcia, Tepula et Iulia. La muraille utilise alors, sur 1275 mètres, le parcours aérien des arches des 3 aqueducs, en passant par la façade d'une maison de plusieurs étages, jusqu'à la Porta Prenestina, la Porta Maggiore, l'un des édifices majeurs de la Rome impériale. Ce monument à l'allure d'arc de triomphe a été construit en grand appareil de travertin pour le franchissement des 2 aqueducs superposés, l'Aqua Claudia et l'Agno Novus, 38 à 52 AP. JC, au-dessus de la Via Prenestina et de la Via Labicana, qui passe sous 2 grandes arches encadrées de fenêtres à frontons triangulaires. Sur un haut attique à 3 niveaux, de longues inscriptions rappellent la construction par Claude, la restauration de Vespasien en 71 et celle de Titus en 81. Honorius a construit devant la porte un bastion, dont la démolition au XIXe siècle a dégagé un monument funéraire exceptionnel, le tombeau du boulanger Euryzas. Le mur d'Aurélien utilise encore les arches de l'aqueduc de Claude, en les remontant sur 400 mètres jusqu'au cirque de Varus, qu'il traverse en tournant à droite pour s'orienter au sud-ouest. Il englobe l'amphithéâtre Castrense, IIIe siècle, en s'appuyant sur ses murs, et se poursuit au long du Viale Carlo Felice, avec une galerie interne en bon état localement doublée d'un second étage. Peu après la Porta San Giovanni, ouverte dans le mur en 1574, on arrive à la Porta Asinaria, petite porte d'une seule ouverture en travertin, surmontée d'un couloir muni de fenêtres et encadrée par 2 hautes tours semi-rondes sous Honorius. La suite, mal conservée et très remaniée, conduit à une simple poterne, la Porta Metrovia, aujourd'hui Metronia. De là, un long saillant au sud-est contourne largement les thermes de Caracalla en s'ouvrant sur 3 portes. La Porta Latina, une des plus belles, a conservé sa façade d'origine en travertin percée de 5 fenêtres par Honorius entre 2 tours semi-circulaires, l'une en partie médiévale avec une cour interne fermée par une porte et une herse vers l'extérieur, une contre-porte intérieure. Le chemin de ronde qui suit a été abondamment restauré au fil des siècles, jusqu'à la Porta Appia, aujourd'hui Porta San Sebastiano, la plus grande de toutes et la mieux conservée. Comportant à l'origine 2 entrées jumelées entre 2 tours semi-circulaires, à 2 niveaux, elle a été surélevée d'un étage crénelé, ainsi que les tours, et réunie au IIIe siècle à l'arc de Drusu, utilisé comme contre-porte d'une cour intérieure. L'arc de Drusu a été construit sur la Via Appia en 211 à 216 pour le passage d'un aqueduc, l'Aqua Antoniniana, une branche détachée de l'Aqua Appia pour les thermes de Caracalla. Au début du Ve siècle, Honorius a renforcé les tours extérieurement par un épais embasement carré. Un Museo della Mura est installé dans cette porte, d'où l'on peut parcourir le mur en étage sur plus de 300 mètres. Le secteur soigneusement restauré tout au long des siècles,
va de tour en tour, complète, partielle ou détruite, antique, médiévale ou moderne, jusqu'à la Porta Ardeatina et au-delà, à la Porta San Paolo, autre nom de la Porta Ostiensis, au départ de la route d'Ostie. Cette Porta Ostiensis, en avancée de la Porta Rodusculana de l'enceinte servienne, présentait à l'origine deux passages entre deux tours semi-circulaires. Maxence lui ajouta une cour intérieure et une contre-porte double. Honorius l'a ramenée à une ouverture unique et a surélevé la partie centrale d'une chambre, ouvrant sur une série de fenêtres pour des balistes. Les tours ont elles aussi été rehaussées, avec des fenêtres, le tout surmonté d'un chemin de ronde crénelée. C'est par cette porte qu'après 2 ans de siège les Goths de Totila sont entrés dans Rome, en 546. Restaurée à de nombreuses reprises, menant à la basilique Saint-Paul hors les murs par la Via Ostiensis, elle a pris au Moyen-Âge le nom de Porta San Paolo. À côté d'elle, l'enceinte intégrait l'exceptionnel monument funéraire qu'est la pyramide de Cestius, 12 av. J.C., puis en enclavant le Monte Testaccio se dirigeait vers le Tibre qu'elle longeait en le remontant sur 800 mètres pour le traverser au niveau du pont de Subliccio, le fleuve étant peut-être à cet endroit barré par une chaîne comme cela se faisait au Moyen-Âge. Sur la rive droite du Tibre, le mur d'Aurélien circonscrit la 14e région augustéenne, le Trastevere, de la Porta Portuensis au sud à la Porta Settimana au nord, toutes deux proches du fleuve, en montant à la Porta Aurelia, Porta San Pancrazio, en haut du Janicule. Il n'en reste pratiquement rien, non plus qu'à la retraversée du Tibre à hauteur du pont d'Agrippa, remplacé par le pont de Sisto fin XVe siècle, ni tout le long de la rive gauche, en bordure du Champ de Mars, région Ix d'Auguste. Devant la Porta Cornelia, Porta San Pietro, une excursion par le pont Elius, pont Saint-Ange, ramène sur la rive droite du Tibre pour inclure à l'enceinte le mausolée d'Adrien, château Saint-Ange, transformé en une forteresse avancée de l'enceinte. L'enceinte, qui continuait à longer la rive gauche, ne se retrouve que par un court tronçon reconstruit en 1825, s'écartant du fleuve pour aboutir à notre point de départ, la Porta del Popolo. Rome. La Porta Ostiensis, dans le mur d'Aurélien, cliché JB. Rome n'avait plus connu de conquête depuis 390 av. JC. Le mur d'Aurélien n'a pas empêché les invasions du 5e siècle de notre ère. Le sac de la ville par les Wisigoths d'Alaric en 410, les Vandales de Genséric en 455, les Souèves de Ricimer en 472. Devenu la marque de la frontière des États pontificaux, il n'a pas davantage arrêté les troupes de Charles Quint en 1527. Il a survécu à la formation de l'Italie, et il a longtemps défini les limites de la ville, aujourd'hui largement débordée de toutes parts. Il continue à être un élément majeur des aspects touristiques de Rome. Bibliographie. Coarelli Filippo, Guide archéologique de Rome, trad. Roger Hanoun, Hachette, 1994. Lugli Giuseppe, Itinerario di Roma Antica, Milano, Periodici Scientifici, 1970. Le Limes, protection de l'Empire romain à ses frontières, Jean Burdi. Tout le long des frontières de l'Empire romain, le limes témoigne de la grandeur de Rome. Le mot lime peut avoir plusieurs acceptions, passage, chemin, limite, frontière, mais il désigne le plus souvent la ligne de démarcation qui s'est développée au 1er et 2e siècle de notre ère aux frontières de l'Empire romain, couvrant quelques 5000 km dans son plus grand développement, des Landes écossaises aux confins des déserts. S'appuyant dans la mesure du possible sur les obstacles naturels, cours d'eau, relief ou désert, le long d'une route militaire, c'est une organisation fortifiée en profondeur constituée de fossés et de remparts, de fortins et de tours de garde et à proximité de camps et de places fortes. Le limes entourant l'Empire romain au IIe siècle. La mise en valeur exemplaire du limes britannique au nord de l'Angleterre, et du limes germanique entre Rhin et Danube, sur une longueur de 550 km, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 1987, retiennent particulièrement l'attention. Mais le limes a laissé aussi des vestiges remarquables au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Tout le long des frontières de l'Empire romain, il témoigne de la grandeur de Rome. 1. Le limes en Grande-Bretagne. Après une incursion de Jules César en Angleterre en 55 à 54 av. J.C., la conquête de la Britannia a commencé au siècle suivant avec l'empereur Claude en l'an 43 de notre ère. Elle a été poursuivie par Agricola,
gouverneur de la province de 78 à 84, jusqu'en Écosse, au plus étroit de l'île entre le Forth et la Clyde. Une route militaire, la Stangate, a été tracée plus au sud, traversant le nord de l'Angleterre de la mer du Nord à la mer d'Irlande, non loin des vallées de la Tyne et de l'Irthing, reliant deux voies importantes venant du sud. Entre les forts de Corbridge à l'est et de Carlisle à l'ouest, cette route était jalonnée de forts. Après la répression d'une révolte des brigands dans la province en 117, Adrien, empereur de 117 à 138, souhaitant délimiter l'empire est venu en Bretagne en 122, décide de fixer et de matérialiser la frontière nord de la Britannia par un mur protégeant des incursions et des attaques. Dans le chapitre de l'histoire auguste affecté à la vie d'Adrien, on lit qu'il décida de construire un mur de 80 000 de long pour séparer les barbares des Romains. Le gouverneur Oluplatorius Nepos a été chargé de son exécution, dont l'achèvement a demandé une quinzaine d'années. Le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien s'étend sur 80 000 Romains, 117 km, coupant l'Angleterre sur toute sa largeur, en son rétrécissement au sud de l'Écosse, de Walsendon-Tyne à l'est à Bonnesson-Solway à l'ouest, le long des vallées de la Tyne et de l'Irthing. Il a laissé des vestiges considérables. C'est, plus qu'un mur, un complexe de fortifications, qui a connu diverses modifications au cours de la présence romaine. Le mur de pierre pouvait atteindre, dans ses plus grandes dimensions, 3 mètres d'épaisseur et 4,5 mètres de hauteur, jusqu'à un chemin de ronde derrière un parapet. À l'extérieur du mur, au nord, en avant d'une large berme, s'étendait un fossé en V large de 9 mètres et profond de 2,7 mètres. Au sud, en arrière du mur, un large fossé à forte pente et à fond plat, entre des talus surélevés, connu sous le nom de vallum, protégé de l'agitation et d'éventuels soulèvements des brigands et autres tribus mal soumises du nord de l'Angleterre. Une route militaire courait entre le mur et le vallum. Tout le long du mur, 80 fortins mile castles se dressaient à chaque 1000 Romains, 1458 mètres, munis de portes permettant le passage. Ils étaient occupés par 20 à 50 hommes, qui étaient détachés dans des tours de surveillance plus petites, turets, intercalés tous les tiers de mille entre les fortins. À l'ouest, du fleuve Irthing jusqu'au Solway, où la pierre manquait, la fortification se poursuivait sur 31 000 sous la forme d'un large talus de tourbe, avec seulement des fortins et des tours en pierre. 17 forts furent construits sur le mur ou à proximité. Ils pouvaient compter de 500 à 1000 hommes, cohortes d'infanterie et ailes, à la haie, de cavalerie venue des 3 légions stationnées à l'intérieur du pays, de Augusta à Carleonton USK, 20 Valeria Victrix à Chester, VI Victrix à York. Le plan rectangulaire, entouré d'une enceinte percée de 4 portes orientées, les forts comportaient un corps de garde, le quartier général et les bureaux dans la partie centrale, auxquels s'ajoutait la résidence du commandant, les casernes, hôpital, écuries, ateliers, latrines, bassins, greniers. Souvent se trouvaient, à proximité immédiate, des cantonnements externes et des implantations civiles, avec parfois des thermes. Parmi les forts les mieux conservés et connus, retenons Austerlitz pour l'infanterie, le long du mur avec l'une de ses tours, Chester pour la cavalerie édifiée des 2 côtés du mur, pour un tiers à l'extérieur, au nord où s'ouvrent 3 portes, nord, est et ouest, avec 3 portes aussi au sud du mur. Plus loin au sud, sur la Stangate, Vindolanda, site de plusieurs forts successifs longtemps occupés, ainsi que de vastes installations civiles. Outre son rôle premier de fortification militaire, le mur permettait le contrôle des passages et la perception de taxes sur les produits importés. Débordé plusieurs fois, en 197, 296, 367 par les Scots et les Pictes, le mur a été chaque fois réoccupé, rétabli et renforcé, jusqu'à son abandon total à la fin du IVe siècle. Bien qu'au fil des siècles les pierres aient été récupérées pour de nouvelles constructions voisines, une bonne partie du mur existe encore dans sa partie centrale. Très fréquenté par les touristes, il peut être suivi et vu en de nombreux sites, certains sur des escarpements spectaculaires, hauts de plusieurs dizaines de mètres, abrupts du côté nord, Peel Crag, Walton Crag. Le mur d'Antonin. Le successeur d'Adrien, Antonin le Pieux, 138 à 161, décide de repousser la frontière 120 km plus au nord. Il nomme en 138 Quintus Lollius Urbicus, gouverneur de Bretagne, le charge de la reconquête des Lowlands et de construire une muraille entre les estuaires de la Clyde et du Forth. Le mur d'Antonin, 2 fois plus court, 40 000 Romains soit 58 km et plus sommairement équipé,
n'a été pour l'essentiel qu'un large et profond fossé, au-devant d'un rempart de tourbe haut de 3 mètres, sur une fondation de pierre large de 5, avec chemin de ronde et parapet. Il était accompagné d'une route militaire et d'une série de fortins, dont 2 seulement étaient en pierre. Ligne de défense contre les Calédoniens et d'éventuels autres rebelles venus du nord, il permettait le contrôle de la région. Tenu par des troupes auxiliaires, submergé par les invasions écossaises, les Pictes, puis délaissé, il a été peu utilisé et abandonné dans les années 160 pour revenir au mur d'Adrien. Il n'en reste aujourd'hui que de rares traces couvertes d'herbe. Le mur d'Adrien, site archéologique romain le plus visité de Grande-Bretagne, cliché JB. 2. Du Rhin au Danube, le limès de Germanie. Après s'être avancé jusqu'à la Weser et l'Elbe sous le principat d'Auguste, et après le désastre de la Teutoburger Wald, où 3 légions commandées par Varus avaient été anéanties en 9 AP. JC, les Romains sont revenus au Rhin pour y établir leurs frontières. Les Flaviens, Vespasien 69 à 79, Titus 79 à 81, Domitien 81 à 86 ont créé les 2 provinces de Germanie inférieure sur la rive gauche du Rhin, des Pays-Bas jusqu'à Cologne et Bonn, et de Germanie supérieure sur la rive droite, de la Forêt-Noire au Danube. À l'est et au sud du fleuve, les provinces danubiennes conquises sous Auguste. La Rhétie pour une partie de la Suisse, de l'Autriche et de la Bavière jusqu'à l'Inn, le Norique dans le nord-est de l'Autriche, la Pannonie en Hongrie et alentour, la Mésie en Serbie, Bulgarie et Roumanie, la Dacie enfin, conquise par Trajan en 101 à 106, au nord du Danube et sur sa rive gauche en Roumanie. Le fleuve, équipé de fortifications tout le long de sa rive gauche et parfois au-delà, a marqué la frontière de l'Empire jusqu'au pont Euxin, l'actuelle mer Noire. Pour tenir la frontière de la Germanie inférieure, camp légionnaire et fort, plus tard Vicus et colonies ont jalonné la rive gauche du Rhin. Aux Pays-Bas, sous les Flaviens et Trajan 98 à 117, la légion 10 Gemina a occupé de 71 à 103 le camp de Ulpia Noviomagus Batavorum, Nimègue, sur la branche méridionale du fleuve. En Rhénanie du Nord-Westphalie, au confluent de la Lippe, près de l'actuelle ville de Xanten, au camp de Castra Vetera, a succédé la colonie Ulpia Traiana, où une ville romaine, avec ses grands édifices partiellement reconstruits sur leurs fondations antiques, constitue le plus grand musée archéologique en plein air. Enceinte, portes et tours, forum, temples, amphithéâtres, maisons, fontaines, aqueducs et égouts. Viennent ensuite Novesium Neuss, au confluent de l'Erft. Colonia Claudia Ara Agrippinantium, Cologne, qui sera la capitale de la province, et Colonia Julia Bona, Bonn. Pour la défense de la Germanie supérieure, le limès s'écartait du Rhin au nord de Mayence jusqu'à gagner le Main qu'il suivait, pour continuer au sud, parallèlement au Neckar, jusqu'à Lorch dans le Württemberg, à l'est de Stuttgart. Il s'orientait alors complètement vers l'est, le long de la province de Rhétie, jusqu'à rejoindre le Danube à Einig, un peu avant Ratisbonne, Regensburg. Ce limès rhéno-rhétique, commencé par Vespasien en 74 avec d'abord une route et des forts, a été développé par Domitien, qui y a ajouté un fossé, un talus surmonté d'une palissade de bois et des tours de guet. Renforcé enfin par des constructions en pierre sous Adrien et Antonin le Pieux, 138 à 161, il a alors compté jusqu'à près de 1000 tours et plus de 100 camps Castella sur 550 km. Il a été remarquablement mis en valeur, avec la consolidation des vestiges de plus de 20 forts et fortins, Welsheim, Biricana, Weissenburg, Vetoniana, Pfunz, Abusina, Eining, d'une douzaine d'établissements de bains et thermes, Teilenhofen, la restitution de palissades de pieux de chêne, de murs en pierre avec des portes, d'Alkingen, Reynaud, et de quelques 20 tours de guet, les premières en bois, quelques-unes en argile et les dernières en pierre avec ou sans crépi. 2 sites avec d'importants musées, à proximité immédiate du mur du limès, sont particulièrement à retenir. Hallen, à l'est de Stuttgart, sur le site d'un fort pour 1000 cavaliers, la plus forte garnison au nord du Rhin où se trouve le très riche Limesmuseum Hallen, une branche du musée archéologique de Bad-Württemberg avec une installation en plein air. La Salberg. Le cas de la Salberg. Dans le Land de Hesse, juste en arrière du limès qui suit une ligne de crête dans les forêts du Taunus, entre les forts de Feldberg et de Kapersburg, la Salberg est un cas unique. Sous Domitien, c'était un petit camp de bois, construit pour 150 hommes, d'une surface de 84 mètres sur 80, protégé par un rempart de terre entouré d'un fossé dont il reste des traces.
Agrandi sous Hadrien pour une cohorte de 500 hommes, presque 5 fois plus vaste, 221 mètres sur 147. Il a été construit avec un rempart de bois et de pierre, plus tard remplacé par un puissant mur maçonné, avant son abandon en 260. De nombreuses découvertes au XVIIIe siècle, suivies de fouilles au XIXe, ont conduit, à la demande de Guillaume II 1888 à 1918, à une restitution d'une partie importante de ses constructions sur les anciennes fondations. Son rempart crénelé, entouré d'un double fossé franchi par un pont de bois, s'ouvre par 4 portes entre 2 tours, donnant sur les 2 voies principales perpendiculaires qui conduisent à une vaste place centrale couverte, salle d'appel. À côté, s'élevait le quartier général Principia, avec une première cour entourée de portiques, les dépôts d'armes, les salles des enseignes, des cultes et du trésor. Les troupes étaient logées dans des baraques en bois. Des entrepôts ont été reconstruits et aménagés en un musée d'une impressionnante richesse d'objets de la vie quotidienne du fort. Armes, outils de tous les corps de métier, métal et bois, construction et habillement, vaisselle, matériel de toutes sortes, tous trouvés sur le site même dans un sol acide propice à une bonne conservation. De très nombreux puits en bois ou en pierre parsèment le site, ainsi que des fours de boulanger. À l'extérieur du fort, on trouve les ruines d'un vaste établissement de bains, d'un ancien fortin en terre désaffecté, de bâtiments d'une agglomération civile, de sanctuaires consacrés à Mithra et à Cybèle, et d'une voie bordée de tombes. Le fort de la Salberg, comme celui d'Aalen, a été abandonné en 260. Attaqué et endommagé à plusieurs reprises au IIIe siècle, par les Chattes, les Alamans, les Francs, partiellement délaissé, le limès rhéno-rhétique a été cependant plus ou moins maintenu jusqu'au début du Ve siècle. 3. Le long du Danube jusqu'à la mer Noire, le limès danubien. Le Danube est la frontière nord des provinces danubiennes, Rhétie, Norique, Pannonie et Mésie. Le limès va constamment ou presque longer la rive droite du fleuve jusqu'à la mer Noire. En Rhétie, au nord de la Bavière, 2 sites stratégiques marquent les extrémités du limès aux frontières de la province. Le premier se trouve à Regensburg, face au confluent de la Regen. Un premier camp fut bâti pour accueillir des troupes auxiliaires. Protégé par des palissades de bois puis par un mur de pierre, il fut détruit lors des guerres d'émarquement. Marc Aurèle, 161 à 189, y a fait reconstruire un grand camp Castra Regina, inauguré en 179 pour l'installation de la Légion III Italica. Le second site est situé près de Passau, au confluent de l'Inn Aenus, frontière du Norique à l'époque, de l'Autriche aujourd'hui, avec les forts de Castra Batava construits au IIe siècle. Le Norique, en Autriche, occupé sous Auguste, a connu la même situation. Une première petite fortification entourée par une double tranchée, construite près du confluent de l'Enns sur le Danube, et détruite elle aussi pendant les guerres d'émarquement, a été remplacée à proximité par un très grand camp au moment du transfert de la Légion II Italica. Ce camp est à l'origine d'une cité Lauriacum, Lorch, un quartier de Hens, qui s'est développé jusqu'à devenir la capitale de la province. En Pannonie, Autriche, Hongrie, Serbie, le limès suit le fleuve qui délimite le nord et l'est de la province. Entre les camps de légionnaires installés à Vindobona, Vienne, Légion 10 Gemina, Carnuntum Petronelbad de Chaltenburg qui sera capitale de la Pannonie supérieure 14 Gemina, Brijtio, Choni XXX Sulpia Victrix, Aquincum, Budapest, Asirmium un peu en arrière 4 Flavia et Belgrade en Mésie ont été retrouvés une cinquantaine de forts et tours de guet. Le long du fleuve ont été créés des ports fortifiés pour la construction et l'entretien d'une flotte. Ce limès, commencé par Tibère, consolidé sous Vespasien et Domitien, a été considérablement développé et renforcé par Trajan après la conquête de la Dacie et la création de cette province au nord du Danube. La Mésie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, constituée en province en 44 a été protégée d'eux-mêmes par les légions cantonnées dans leur camp de Saint-Gidunum, Belgrade, Serbie, cantonnement de la Légion 4 Flavia Félix, Viminacium, Kostolac, 7 Claudia Pia Fidelis, Aquae, Praovo, Ratiaria, Euscus, Légion 5 Macedonia, Nové Svistov, Durostorum, Silistri, Troesmi, Iglitsa par les routes et la flotte. Une branche importante quittait le coude du Danube vers Cernavoda. Sur 50 km, une route protégée par un double vallum en terre remplacé par un mur en pierre atteignait la mer Noire près de Constanza, Tom, où Ovide exilé par Auguste est mort en 18 de notre ère. La Dacie, d'une histoire compliquée, aux frontières instables,
partagée par Hadrien en 2 provinces puis 3, a eu tout au nord Porolissum pour capitale, avec un castrum et 2 camps. Sont à retenir particulièrement, au plus étroit de la longue gorge qui sépare les Carpates des Balkans, aux portes de fer. La route creusée dans la falaise et élargie par un encorbellement en bois. Le célèbre pont figuré sur la colonne Trajane à Rome, construit par Apollodore de Damas, large de 60 pieds 18 mètres et atteignant 150 pieds 4,5 mètres de haut, dont il reste les bases des 20 piles. Le passage était protégé par un castellum Ponte Costol, et le canal navigable commandé par Trajan, long de 3,2 km et permettant d'éviter rapides et écueils. Des inscriptions rupestres à l'honneur des empereurs, Tabula Taiana aux portes de fer, rappellent certaines de ces réalisations. Parmi de nombreuses protections internes discontinues et dispersées, la plus importante, construite sous Septime Sévère, 193 à 211, est longue de 235 km entre le Danube et les Carpates, le long de la rivière Olt, est connue sous le nom de limes Alutanus. Au total, les fortifications de la région danubienne, laissées à l'abandon sous Aurélien 270 à 275, reconstruites et rénovées sous Dioclétien 284 à 305 et Constantin 307 à 337, puis par Valentinien I et Valence, 364 à 378, ont plus ou moins servi jusqu'au 5e siècle. 4. En Syrie, le limes arabicus. À l'est et au sud de la Méditerranée, la situation est tout autre. Les limites de l'Empire se trouvent dans des régions et sous des climats désertiques, les ressources en eau sont rares, les conditions de vie différentes. Si les frontières doivent être protégées, elles ne peuvent l'être de la même façon que dans les pays tempérés du nord de l'Europe. Ainsi, au Proche-Orient comme en Afrique du Nord, le limes, tout en s'appuyant sur la topographie, plaine, montagne, cours d'eau, littoral, ne sera plus constitué d'un mur avec ses fortifications annexes, mais d'un dispositif ouvert, adapté qui plus est aux conditions militaires locales, face aux royaumes parthes et sassanides, aux nomades insoumis, au contrôle des régions de transhumance, des oasis et des points d'eau, et à la maîtrise des importantes voies commerciales avec l'Orient. Ce limes est axé sur la Via Nova Traiana, due à Trajan, de Bostra, capitale de la province, à Ela, Aqaba au bord de la mer Rouge, sur près de 400 km. Au fil des siècles, d'Auguste à Trajan et à Hadrien, de Marc Aurèle à Dioclétien, la frontière a fluctué. Sous Trajan, une seule voie jalonnée de places tenues par les légions, 3 Gallica, Vei Ferrata, X Fretensis suffisait. Dioclétien a renforcé le dispositif, ouvert des voies de rocade en limite du territoire et d'autres perpendiculaires, avec postes de surveillance dans le désert à la limite du territoire, tous les 20 à 30 km, et multiplié les forts à distance des étapes caravanières, 30 000, 45 km. Les troupes ont été progressivement retirées au début du VIe siècle. Outre les cités de Bosra, Damas et de Palmyre, annexées sous Trajan, on peut citer au moins un camp de légionnaires et 10 forts sur le limes Palestina, un camp de légionnaires et 4 forts sur le limes Arabicus, dont les forts de El Lejdion et de Udru, à l'est de Petra, et de Humeima, Awara, Kasser Azraq, aux importants aménagements hydrauliques, à la hauteur du Wadi Rum, à 50 km au nord d'Aqaba. C'est au père jésuite Antoine Poidbar, pionnier de l'archéologie aérienne dans les années 1920, qu'on doit le repérage des nombreuses traces et constructions du limes de Syrie. Un ensemble diffus s'étendant du nord de la Syrie au sud de la Palestine, sur 750 km en ligne droite, et d'une profondeur de 100 à 200 km jusqu'à l'Euphrate. 5. En Afrique du Nord, limes et Fossatum africae. Destiné à la protection des villes de Leptis Mania, Oea et Sabrassa, un limes a été modestement repéré en Tripolitaine, Libye. En Tunisie et en Algérie, le colonel Jean Baradé a reconnu en 1945 à 1950, grâce à l'examen des photographies aériennes prises pendant la guerre, de multiples ouvrages militaires dans 4 secteurs s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Caen, Ad-Major, Gemellae, Lambésis, Légion 3 Augusta, Fort, Fortin et Tour de Guet, fossés et murs de pierre sèche au point faible. Ce limes et Fossatum est mentionné dans une lettre des empereurs Honorius et Théodose II, datée de 409. C'est un système de grande profondeur, s'appuyant sur les montagnes et les chôtes du sud, articulé sur un réseau routier. Sa construction s'est étalée dans le temps, d'Auguste à Hadrien, de Dioclétien à Constantin. Il a été abandonné lors de l'invasion des Vandales, au Ve siècle.
Les légions sur les limès. Les documents épigraphiques abondent, venant des légions et de leurs cohortes qui ont construit et occupé le limès. Outre celles citées précédemment, beaucoup d'autres pourraient être mentionnées, qui sont intervenues au cours des 4 siècles de l'Empire d'Auguste à Constantin. Les multiples dédicaces aux empereurs, Vespasien, Domitien, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, etc., ainsi que les très nombreuses épitaphes, renseignent sur l'origine des légionnaires, venus de tout l'Empire, d'Espagne et de Gaule, de Bretagne et de Germanie, des provinces danubiennes, de Thrace et d'Asie, d'Égypte et de Cyrénaïque, de Numidie et de Mauritanie, sans compter les auxiliaires barbares de toute provenance. Anachroniquement, cela ne laisse pas d'évoquer notre légion étrangère, et ponctuellement la légion arabe du colonel Lawrence. La fin du limès. Du IVe au VIe siècle, les barbares frappent aux portes de l'Empire, l'assaillent sans répit. Sous la pression des Huns d'Asie centrale, Gauls et Lombards refluent vers l'Italie, Burgondes et Francs vers la Gaule, les Vandales traversent la Germanie, la Gaule, l'Espagne pour terminer en Afrique du Nord. Les Angles, Saxons, Jutes ainsi que les Calédoniens envahissent la Bretagne. C'en est fini du limès. Mais l'histoire se répète. 2 anecdotes qui remontent à la dernière guerre mondiale illustrent la pérennité des ouvrages militaires défensifs. Toutes 2 se situent au sud de la Tunisie, dans la région de Gabès. En janvier 1943, la 2e DB de Leclerc, arrivant du Tchad, investit une position occupée par les Allemands à quelques kilomètres au sud de l'oasis de Ksar-Gilan, entre le Chott el-Djerid et Tataouine. C'était l'avatar d'un fortin romain. Pour y entrer, il fallait passer sous un linteau qui portait l'inscription Iov Opete Max Vic, à Jupiter très bon très grand vainqueur. L'origine du mot Ksar, c'est César. Et lorsqu'en 1950, Jean Baradé crut reconnaître sur une photo aérienne un élément du limès africain dans un remarquable fossé, il s'est avéré que c'était un fossé anti-char allemand, du temps de Rommel, flanqué d'un bunker qui avait pris la place d'un fortin romain. Bibliographie. EUZENNAT Maurice, La frontière romaine d'Afrique, compte-rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1990-134, numéro 2. www.percé.fr/006-5-005-36-num-035-3-934-2-148-14875, octobre 2017. Graham Frank, The Roman Wall. Comprehensive History and Guide, Newcastle upon Tyne, F. Graham, 1979. Clé Margot, Der Limès-Zwischen Rhein-Main, Stuttgart, Tess, 1989. KANDLER Manfred et VETTERS Hermann, Der Römische Limes in Österreich, Einführer, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986. Poidbar Antoine R.P. La trace de Rome dans le désert de Syrie. Organisation du limès, mélange d'archéologie et d'histoire, 1937, 54, numéro 1. percé.fr/-doc-1937-022-3-48-74-num-54-1-57-13. Octobre 2017. La Grande Muraille de Chine, Jean Burdi. C'est à la construction des Ming, longue de plus de 6000 km, qu'on attribue le nom de Grande Muraille des 10 000 lits. Dès avant le 5e siècle avant notre ère, de multiples murailles dispersées ont été édifiées par les royaumes combattants, les Qi, Wei, Yan, Zhao, pour se protéger les uns des autres dans leur guerre incessante, en même temps que des incursions venant des steppes du Nord. L'unification de la Chine et la fondation de la courte dynastie Qin en 211 AV. J.C. par Qin Shi Huangdi, 247 à 209, a conduit à raccorder ces royaumes en un ensemble cohérent, permettant de séparer les sédentaires des nomades, les civilisés des barbares, et formant une première ligne continue, de l'Intao dans le Gansu à l'ouest, au Liaoning et à la mer Jaune à l'est. Au long des dynasties suivantes, Han 206 avant 220 RP. J.C., période des 3 royaumes essuie, 220 à 618, Tang 618 à 907, Song 972-79, Yuan mongol 1277 à 1367, Ming 1368 à 1644 et Qing Manchu 1644 à 1912. Les fortifications n'ont cessé de connaître retrait ou avancement. Suivant défaites et victoires,
scission et ralliement, avancement ou recul de l'Empire, les déplacements, réfections, reconstruction et prolongement ont alterné, en discontinuité d'un secteur à l'autre, sur des centaines et des centaines de kilomètres. Au total, on a affaire à un système d'une grande complexité. Nous nous arrêterons à la réalisation des Ming, en majeure partie au-delà du Huanghe, le fleuve jaune. C'est à la construction des Ming, longue de plus de 6000 km, qu'est généralement attribué le nom de Grande Muraille de 10 000 lits. Un lit étant une longueur de l'ordre de 500-600e mètre et 10 000 étant à comprendre comme un nombre extrêmement grand. Nous ne ferons que de rares allusions aux murs plus anciens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.